On va voir si maintenant il existe des alternatives à cette chirurgie. Elle est peut-être mini-invasive, mais pour certains, elle est quand même considérée comme encore agressive. Et donc, je pense que tout le monde connaît ici Robert Caiazzo, qui est donc l'adjoint de François Patou à Lille, donc une des équipes motrices dans la chirurgie bariatrique. Et on aurait pu leur demander de parler du foie, du diabète, de tous les sujets concernant cette pathologie. Et donc on a donné la primauté aux plus jeunes des deux PU de cette équipe. Bonjour à tous. J'ai le plaisir, d'abord merci M. Bouy de m'avoir convié à présenter bien plus ou moins là où nous sommes de la recherche d'alternatives à la chirurgie invasive. Alors le contexte, c'est que moins la chirurgie est invasive et moins elle est douloureuse. Moins aussi elle est associée à des complications médicales. Complications de décubitus, des complications pulmonaires. Mais la chirurgie bariatrique métabolique est déjà peu invasive. D'abord la chirurgie monotrocar. J'ai volé le titre d'un éditorial qu'avait fait Éric Leblanc, qui est chirurgien aujourd'hui, qui fait la cancérologie écologique, mais qui était dans le service de Charlie Proy à l'époque et qui maintenant travaille juste en face, et qui avait fait un éditorial sur la chirurgie monotrocar en chirurgie gynécologique, et dit est-ce que c'est vraiment intéressant? En fait, ça dépend des indications, parce qu'en chirurgie bariatrique, il y a un intérêt, notamment pour la cystectomie, et bien sûr, il faut encore l'évaluer, mais on sent qu'il y a une piste où probablement on va gagner quelque chose en n'utilisant qu'une seule incision, et en sachant bien le faire. Et les instruments percutanés, où là se développe grâce à une meilleure industrie de ces instruments, et des instruments plus solides, qui finalement, sans trocar, permettent avec des incisions de quelques millimètres, on parle de moins de 3 mm d'incision, eh bien on peut faire quasiment la même chose qu'avec des instruments de taille normale. Et donc là, effectivement, la douleur est probablement, et ça reste encore à être démontré, probablement moins importante. Et puis la chirurgie robotique, non pas qu'elle fasse des incisions beaucoup plus petites, mais parce que probablement, elle repousse les limites de la chirurgie cystoscopique en permettant d'utiliser ces techniques de chirurgie par trocar, même multiples, évidemment, pour des patients qui auraient eu une laparotomie il y a quelques années. Et puis pour conclure, il y a la réhabilitation améliorée après chirurgie, la RAC, on en entend parler, je dirais, tous les jours. On avait, avec Grégory Beau, fait un article sur notre expérience de réhabilitation améliorée, et où on avait montré, après chirurgie bariatrique, eh bien qu'on diminue la douleur post-opératoire, finalement en encadrant différemment le patient et en changeant un petit peu les trucs d'anesthésie. Alors comment aller plus loin? Comment rendre le peu invasif encore moins invasif? Moi je vous propose une voie qui pourrait être celle de l'endoscopie chirurgicale. Drôle d'association de mots, pourtant je pense que c'est cela. Et je développerai 3 thèmes. Le dispositif endobarrière, le resurfacing de la muqueuse duodénale et les gastro-enteroanastomoses NOTS. Alors tout ça s'intègre bien sûr dans une chirurgie personnalisée où effectivement les patients, en fonction de leur maladie, en fonction de leur description, de leurs caractéristiques, pourront bénéficier plutôt de l'une ou de l'autre des techniques invasives, mini-invasives ou peut-être encore ultra-mini-invasives comme celle-ci. Alors, juste pour que nous partions des mêmes bases et surtout pour m'aider à structurer mes propos, voici un schéma très simple du métabolisme glucidique, très simple, avec la glycémie au centre, et on voit qu'elle est régulée par les apports en glucides et sur lesquels on peut jouer en modifiant l'absorption des sucres. Elle est régulée par la néoglucogénèse, elle est régulée aussi par un équilibre hormonal basé sur l'insuline, mais qui implique aussi le glucagon ou d'autres hormones, dont les incrétines, comme le GLP-1.
Et on peut aussi jouer sur les sécrétions de ces hormones, et c'est notamment par ce biais-là que le gastric bypass a un effet important. Et puis on peut aussi jouer sur la sensibilité des tissus périphériques à l'insuline, c'est-à-dire leur capacité à capter l'insuline, à capter le sucre, grâce à l'insuline. Et là, pour diminuer l'insulino-résistance, c'est-à-dire optimiser l'insulino-sensibilité, eh bien, il faut entraîner un amaigrissement. C'est le cas le plus facile pour ça. Et donc, du coup, voici plus ou moins les différents axes, les différents points sur lesquels la chirurgie bariatrique et métabolique peut agir. Alors, on va choisir, voici le dispositif endobarrière. C'est un dispositif, je vous raconterai un petit peu les méandres de son histoire, mais disons que le principe est de mettre en place, par voie endoscopique pure, une gaine imperméable qui vient recouvrir les premiers centimètres de l'intestin, les 60 premiers centimètres de l'intestin. Alors vous voyez, c'est un dispositif qui est assez évolué, avec plusieurs tirettes, poussettes est numérotée. La notice est très détaillée. La première étape est une fibroscopie avec mise en place d'un fil guide qui va aller jusqu'au jéjunum, et on va faire glisser comme un téléphérique sur ce fil guide cette capsule dans laquelle est enfermé le dispositif endobarrière. Alors, vous voyez qu'il est en deux parties, une gaine imperméable et puis une couronne d'épines qui va venir fixer le dispositif dans le bulbe. Alors, si vous regardez avec attention, vous verrez quand même que la taille de ces épines est relativement importante, presque 4 mm. Oui. Et donc, du coup, progressivement, l'ensemble de la procédure fait une vingtaine de minutes. On va pousser une petite boule qui est à l'extrémité de la capsule, je pense que vous l'avez vu. Elle va progresser sur le début de l'intestin, elle va déplisser cette gaine et elle va, du coup, isoler le bol alimentaire de la muqueuse duodénale et de la bile, en tout cas dans la première portion intestinale. Alors on avait implanté entre 2013 et 2014 11 patients, c'était une étude pilote avant l'étude nationale qui a été lancée, et dont je ne peux pas vous donner de résultats pour l'instant puisqu'elle n'est pas aboutie. Il y avait 11 patients, leur âge était aux alentours d'une quarantaine d'années. Vous voyez que l'IMC est aux alentours de 38, donc des patients qui ont une obésité sévère, et une hémoglobine glyquée aux alentours de 8%. Alors je ne vous cache pas que c'est relativement ludique à poser. Voilà le résultat final sur la radio à gauche. Donc vous voyez qu'il y a des disparitions des valvules connivantes sur les premiers centimètres de l'intestin, parce que le bol alimentaire est complètement séparé, c'est très imperméable. Et puis vous voyez, vu de face, cette couronne d'épines qui vient s'implanter dans le bulbe. Donc on a eu quelques saignements qui sont passés sous inhibiteurs à protons sans qu'il y ait de choses invasives à faire. Je vous parle des résultats de cette étude de 11 patients. On a eu une migration et une bascule quand même du dispositif. Alors, si on s'intéresse un peu plus aux résultats, sur la glycémie, donc c'est chez l'homme, après une perte de 10% du poids du corps, dans les deux groupes, endobarrière et bypass, vous voyez que il y a une amélioration de la glycémie, mais pas une normalisation de la glycémie, une amélioration. Vous voyez que cette amélioration, elle est moins importante après endobarrière qu'après gastric bypass. Je commente un petit peu ces schémas. Vous avez les points blancs, c'est le préopératoire, les points rouges pour endobarrière, c'est le post-opératoire, les points bleus pour le bypass, c'est le post-opératoire. Donc vous voyez qu'il y a un pic de glycémie après gastric bypass et puis une diminution très nette de la glycémie au décours immédiat du repas, puisque ces schémas représentent la glycémie au cours d'un repas test standardisé et la mesure de cette glycémie dans les 3 heures qui suivent ce repas test. Donc c'est la réponse glycémique postprandiale. Alors, si on regarde un petit peu par rapport aux hormones, vous voyez que l'endobarrière, il y a une petite augmentation de l'insulinémie qui est pas significative sur 4 patients par rapport entre le pré-op et le post-op. Vous voyez que cette augmentation de l'insulinémie est bien plus importante après gastric bypass, il y a un vrai pic, et qu'il n'y en a pas vraiment après anogastrique. Si on regarde une hormone incrétine qui s'appelle le GLP-1, vous voyez qu'il y a aussi un pic de GLP-1 après la mise en place d'un endobarrière. Ce pic de GLP-1 est bien moins important qu'après gastric bypass.
Vous remarquez qu'il n'y a pas de pic de GLP-1 après anogastrique, hein, c'est le groupe complètement à droite. Si on regarde l'absorption, c'est-à-dire la malabsorption induite par ce dispositif, est-ce que ce dispositif entraîne une malabsorption de sucre? Vous voyez qu'en fait, il n'y en a pas. Notre marqueur, c'est le xylose, qui suit globalement le même trajet que le glucose pour être absorbé, mais qui n'est pas métabolisé, donc que l'on peut tracer dans le sang. Donc vous voyez que pour l'endobarrière, les deux courbes sont globalement superposables. Par contre, pour le gastric bypass, vous voyez qu'il y a une diminution quand même d'absorption du xylose. Deuxième axe, c'est le resurfacing duodénal. Là, il s'agit de partir du principe, comme a pu déjà vous en parler Laurent Janser, que le duodénum est un organe central dans la commande des sécrétions hormonales au moment de la digestion, et que cette muqueuse s'altère chez le diabétique avec le temps, et que l'on pourrait changer cette muqueuse et revenir des années en arrière sur une muqueuse duodénale non altérée et donc améliorer le métabolisme. Donc ça consiste à souffler, décoller la muqueuse en injectant un produit dessous, puis en mettant un ballonnet, de la brûler, en attendant qu'elle se régénère. Et donc récupérer les cellules issues, des cellules souches basales. Voici des résultats à 6 mois, publiés dans Diabetes Care cette année. Et vous voyez qu'il y a une amélioration, que cette amélioration est certes transitoire. C'est une étude qui, je dirais, dans le concept, est vraiment passionnante. Ça fait appel à vraiment de la physiologie, de la biologie cellulaire, qui est moins séduisante quand on regarde les résultats cliniques. Troisième axe dont je voulais vous parler, c'est celui de l'anastomose gastro-jéjunale endoscopique. Donc le but de faire cette gastro-entéroanastomose est de bypasser partiellement le duodénum, puisqu'il n'y a pas d'occlusion pylorique, qui est extrêmement difficile à faire, et chirurgicale et encore plus endoscopique. Mais quand même de faire passer l'essentiel des aliments par cette gastro-entéroanastomose. Donc là, vous voyez, on fait un trou dans l'estomac. Vous voyez qu'à travers, on voit cet épiplomb du cochon. C'est un film qui est fait chez le porc. Et donc la rate du porc, l'intestin. Donc on a, pour faire ce film, fait aussi des vues par voie célioscopique. Donc de temps en temps, vous verrez l'optique. Ben voilà, ça c'est une vue par exemple faite par célioscopie. Donc vous voyez que l'endoscope vient saisir l'anse digestive pour la repositionner. Alors ce sont des anses digestives que vous voyez dilatées parce que pour les choisir relativement proximales, on a commencé par insuffler un petit peu d'air en transpylorique pour les faire gonfler, pour les recueillir plus facilement. Donc avec une pince, vous voyez, on va s'exposer, puis on va mettre en place un fil guide. Alors, ce sont des instruments qui sont utilisés essentiellement pour les dérivations kystogastriques après pancréatite chronique, ou de kyste pancréatique, ou pour utiliser pour des cathétérismes rétrogrades. Donc, ce sont des instruments relativement courants. Hein. Donc là, c'est un fil guide classique, et on va venir glisser dessus le dispositif. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'un dispositif qui ressemble à un stent, à un diabolo tissé. Diabolo qui va se déployer en 2 parties, en 2 temps, on va dire. Le premier temps est à présent déployé. Vous voyez qu'on va tirer l'anse digestive dans l'estomac. Et une fois qu'elle est tirée dans l'estomac, on va déployer la deuxième partie. Vous voyez, on repasse dans l'estomac. Alors vous pouvez vous poser la question de qui fait cela. Alors ce n'est pas moi. C'est le docteur Branche, qui est gastro-entérologue endoscopiste, qui a manifestement plus du chirurgien que du gastro-entérologue, puisqu'il a un peu la même passion que nous pour ces gestes-là. Qui le fera dans l'avenir, je ne sais pas, je pense que ce sera des chirurgiens. Mais je crois qu'il faudrait une autre session intégralement dédiée à ce sujet-là, Académie de chirurgie. Donc là, vous voyez que le diabolo vient de se déployer. C'est un diabolo qui est en nitinol. Le nitinol, c'est un alliage que vous connaissez peut-être, qui est parfaitement souple
à 20 degrés et qui est parfaitement dur à 37 degrés. Ce qui fait qu'on peut le contraindre et le glisser dans cette petite gaine qui peut passer dans l'endoscope. Puis, une fois qu'on le chauffe, et cette dilatation sert non seulement à le mettre en place, mais aussi à le chauffer, une fois qu'on le chauffe, il récupère une forme qu'on a, bien sûr, qu'on lui a donnée. Ça, c'est toute l'ingéniosité des ingénieurs de chez Cousin Biotech, de donner une bonne forme pour pouvoir donner une compression. Là, vous voyez parfaitement les deux anses digestives. Alors, les résultats qu'on avait fait, bien sûr, ce sont des résultats chez le mini-porc. On n'a pas encore commencé chez l'homme. On a prévu de commencer une étude initialement en 2017, avant la fin 2017. On devrait pouvoir vous donner au moins nos intentions, et j'espère fin 2018, quelques résultats préliminaires, avec, là vous le voyez, sur le schéma du haut, une diminution de l'absorption du xylose et un pic de GLP-1 postprandial. Voilà. Donc la chirurgie mini-invasive, la chirurgie bariatrique est déjà mini-invasive. On peut faire moins invasif qu'un mini-invasif. Ça sera probablement moins efficace. Je crois que du coup, chaque technique aura sa place dans le cadre d'une chirurgie métabolique personnalisée. Je vous remercie. Merci Robert. On donne la parole à Guillaume Pourchet qui va commenter. Guillaume Pourchet, lui aussi est chirurgien bariatrique. Il a travaillé pendant de très nombreuses années à Antoine Béclair avec Ibrahim Daguerre, qu'il a quitté il y a quelques semaines pour maintenant travailler à l'IADEM à Paris. Donc il va commenter, poser quelques questions. Oui, merci mutualiste. Bonjour, chers collègues. Merci beaucoup de m'avoir invité à commenter l'avenir de cette chirurgie, de notre spécialité. Alors, je vais aller assez vite et puis essayer de rester à l'essentiel. Je crois qu'il faut absolument rappeler que nous avons affaire à une véritable maladie chronique grave qui tue les patients. Et on l'a très bien vu durant tous ces propos, assez passionnant aussi en termes de recherche, de bibliographie, de vidéos. On est face à une situation grave pour les patients, avec une prise de conscience qui est relativement récente. Une maladie complexe, multifactorielle, qui dure bien sûr toute la vie, comme une petite maladie chronique, et qui ne cesse de s'aggraver avec le temps. Alors, comme on vient de le dire, effectivement, la chirurgie bariatrique aujourd'hui est déjà mini-invasive, minimal-invasive, avec des résultats qui sont aujourd'hui tout à fait excellents, à tel point qu'on élargit les indications de cette chirurgie, comme on a pu le voir. C'est-à-dire qu'il est très clair qu'aujourd'hui, la meilleure arme thérapeutique qu'on ait à notre disposition pour prendre en charge, soigner ces patients souffrant de maladies d'obésité sévère et morbide est très clairement la chirurgie, avec les 4 grandes techniques que nous avons présentées. Et puis tout ce concept de chirurgie métabolique qui fait le sujet de notre après-midi. Cette chirurgie, effectivement, minimale invasive et a énormément progressé en termes de mortalité périopératoire. En une vingtaine d'années, on a divisé par 20 la mortalité périopératoire. Donc les craintes d'autrefois ne sont plus véritablement justifiées en tant que telles. Et ça, notamment grâce à la laparoscopie, mais à la prise en charge en centre spécialisé. Donc ce sont des notions qui sont très importantes. Et puis bien sûr, la simplification des techniques opératoires que nous connaissons aujourd'hui. Alors, effectivement, ça a été également dit, la chirurgie bariatrique ne cesse d'exploser, plus particulièrement en France. Mais c'est justifié du fait des résultats sur cette maladie qui est absolument grave, aussi bien des stéatopathies, de l'arthrose, du diabète évidemment, et tout le syndrome métabolique autour. Malheureusement, même si on réalise beaucoup et de plus en plus de chirurgie bariatrique, on ne traite qu'à peu près 5%, même moins de 5% des patients qui devraient être opérés selon les critères HAS aujourd'hui. Donc on est véritablement face à une urgence de santé publique et une urgence technologique. Alors, je reviens surtout sur ce commentaire et les avancées minimales invasives de cette chirurgie. Alors, le trocar unique, Robert Eliazo l'a évoqué en début de son topo, effectivement, à mon sens, c'est une des avancées techniques, puisqu'on va réaliser la même technique chirurgicale que par cystoscopie, mais en diminuant l'invasion, puisque c'est une cystogastrectomie par laparotomie, évidemment, mais
beaucoup plus invasive, et par trocarmique. Donc j'ai la chance de porter un PHRC sur ce sujet-là, qu'on va réaliser bien sûr avec l'équipe de Lille, d'Amiens, de Montpellier, et Créteil et Poissy également, donc pour évaluer de façon prospective, randomisée, l'intérêt de cette approche moins invasive, qui est à mon sens l'évolution naturelle de la laparoscopie. Ma question par rapport aux avancées notamment endoscopiques est assez basique, chirurgicale. On est face à une maladie complexe, encore mal comprise sur tous ces mécanismes physiopathologiques et même les mécanismes de l'efficacité de la chirurgie, qui va toucher tous les organes du corps et de façon globale le corps. Est-ce que l'endoscopie va nous permettre d'avoir la même efficacité que la chirurgie aujourd'hui? Je crois que beaucoup de chemin reste à parcourir encore aujourd'hui. Et puis, la base d'une prise en charge d'une maladie chronique, il faut absolument un traitement efficace, standardisé, réalisable par tous, durable. Et je crois que nous avons, depuis les années 60, expérimenté un certain nombre de procédures chirurgicales, de techniques, et aujourd'hui, les techniques sont assez standardisées, avec une efficacité qui est tout à fait impressionnante et durable. Il suffit peut-être d'améliorer l'invasion, et le trocarmique s'inscrit dans cet esprit-là, de ces techniques aujourd'hui. Voilà, donc pour conclure, je crois qu'il faut raisonner de façon basique, simple. Avant d'aller vers plus d'invasion et de sauter sur l'évolution technologique, les révolutions d'avenir qui ont probablement beaucoup de chemin à faire encore, il faut comprendre la physiopathologie, comprendre les mécanismes d'action des chirurgies qui sont actuellement réalisées et tout à fait impressionnantes en termes de résultats. Mais ça nous permettra de classer les obésités. On n'a pas encore classé, on sait qu'il y a plusieurs types d'obésité. Et bien sûr, permettre de réaliser un traitement personnalisé, et puis toujours minimal. Tout cela, ce rappel simple, de se baser sur l'observation, mais également une approche expérimentale, physique. J'ai eu la chance de lire récemment la préface de François Quesnay du tome 1 des mémoires académiques royales de chirurgie. Et c'était tout à fait moderne, puisque c'est un ouvrage qui a été publié en 1743, avec il insistait également sur la nécessité de pouvoir valider notre perfectionnement de l'art en se basant sur l'observation bien sûr, mais sur la physique expérimentale. Merci. Notre vieille génération, j'allais dire, était très marquée par la pathologie pancréatique, les nécroses pancréatiques, les pancréatites aiguës. On a eu ici des foultitudes de communication, de congrès, etc. Et il en ressortait que chaque fois qu'on touchait la caroncule, c'était un risque considérable, un danger pas possible, et on évitait, autant que faire se peut, de côtoyer ce voisinage dangereux. Alors quand je vois ce pseudo-stripping de la muqueuse du deuxième duodénum, ou cette prothèse mise en place, j'attends les complications possibles, pancréatiques, nécrotiques, qui, dans notre formation, un certain nombre ici, étaient certainement certaines. Alors, donc pour le resurfacing, absolument l'un des points techniques, c'est de commencer ce resurfacing au-delà de la papille. Ça c'est bien sûr. Donc ils le font au-delà. À ma connaissance, ils n'ont pas vraiment eu de problème de pancréatite. Pour l'endobarrière, pas vrai. Il y a eu un cas de pancréatite, mais qu'on peut expliquer autrement. Il y avait des calculs de la vésicule. Et l'hypothèse que l'on a retenue, c'est celle de manipulation de la vésicule au moment de la mise en place
dispositif avec beaucoup de manipulation du nerf avec l'endoscope qu'il aurait, vous voyez, il aurait un peu favorisé la migration. Non, les problèmes qu'on a eus et qui ont fait que aux États-Unis, ce dispositif a été retiré, puis remis. Maintenant, il y a une nouvelle étude. Ils ont, grâce à la bourse, ils ont de nouveau récupéré des centaines de millions de dollars pour le réévaluer de nouveau. L'idée, c'est qu'il y a eu des abcès hépatiques. Il y a eu des abcès hépatiques qui étaient liés à mon sens, c'est notre hypothèse, à la plaie chronique que représente cette couronne d'épines, porte d'entrée chronique et du coup des abcès hépatiques. C'était un petit peu anticipé, ils avaient évalué le risque à 5%, c'était un petit peu plus, du coup ils ont arrêté la mise sur le marché aux États-Unis et demandé de nouvelles études qui vont être faites. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, on est en train de retirer tous les ordres de barrière qu'on a mis parce qu'il y a eu quelques soucis. Et puis parce qu'on est arrivé un peu à la fin d'études et qu'on peut laisser qu'un an aussi. Tu ne veux pas nous dire ce que ça veut dire en français surfacing? Remodelage? Remodelage de la muqueuse duodénale? Peut-être, oui. Ou abrasion. Remodelage après abrasion? Oui, c'est ça. Soit le Kenya. Oui, je vous félicite pour ces techniques mini-invasives et j'espère qu'elles ont de l'avenir. Mais depuis le début de ces différentes présentations, on n'a pas entendu parler des récidives après chirurgie. Et je me souviens que Michel Gagnère, qui a été un peu notre maître à tous historiquement, observait aux États-Unis, où l'obésité est extrêmement fréquente, un taux important de récidive, y compris après des chirurgies bien conduites. Et donc ça veut dire un échec également métabolique. Et je voudrais savoir si aujourd'hui encore, et quelles que soient les techniques, on nous a dit 50 000, d'abord j'aimerais bien savoir quelle est la proportion de techniques par voie célioscopique, est-ce qu'il y a encore un peu de techniques ouvertes, et est-ce qu'on observe relativement fréquemment, Gagnère disait toujours qu'en chirurgie, il faut avoir l'idée de l'obésité, qu'on fait une technique et puis la fois suivante, il faudra en inventer une autre parce que l'obésité, vous l'avez dit, est une maladie complexe et les gens, pour des raisons diverses, récidivent. C'est un véritable problème de santé. Merci pour cette question qui effectivement est pleine de vérité. La récidive est un problème majeur et encore aujourd'hui. C'est un problème majeur encore aujourd'hui. En fait, il s'agit d'une balance. C'est-à-dire que vous allez avoir moins de récidives de diabète si vous faites une technique comme le duodenal switch, qui est aussi la technique la plus invasive, la plus associée à des complications. Plus vous allez dans le côté invasif de la technique, une technique multimodale, à la fois malabsorption, restriction et effet hormonal, plus vous faites appel à un nombre important de mécanismes, plus vous avez de complications médicales, malnutrition notamment, mais plus vous avez un effet important et prolongé. Et donc certains ont pensé à cumuler les interventions successivement, en commençant de la moins invasive pour aller vers la plus invasive, en attendant qu'il faille aller vers quelque chose de plus complexe. Bon, ça c'est un sujet qui n'est pas encore tranché, qui ne me semble pas forcément la meilleure solution, mais il est vrai que très probablement les patients opérés de chirurgie bariatrique le seront plusieurs fois. On peut se répondre sur la question de qu'est-ce qui effectoire 50 000 interventions bariatriques, 30 000 sleeves, 15 000 bypass, 5 000 anneaux et derrière, et 200 dérivations. Et fait particulier à la France, sur les 15 000 bypass à la louche, il y a plus de la moitié qui sont des bypass, 10 bypass en oméga, qui sont des interventions encore un peu discutées, peut-être même discutables. Oui, j'ai cru comprendre que c'était des interventions merveilleuses, que la mortalité était très faible. J'ai cru comprendre un chiffre 0,08% de mortalité. Pourtant, on fait beaucoup de sleeves. Les sleeves ont souvent des fistules. Ces fistules parfois difficiles à traiter, parfois mortelles. J'aimerais un petit commentaire sur les sleeves et les fistules des sleeves.
pense que ce serait bien que Jean Guggenheim prenne la parole sur le sujet, parce qu'il a étudié un peu ce qui se faisait en France, la mortalité, la morbidité, enfin lui et son équipe sur le sujet. Non, c'est vrai que donc, on a assisté à une explosion du nombre d'interventions de chirurgie bariatrique, puisqu'on a multiplié par 4 le nombre d'interventions en 15 ans. La mortalité a été divisée par 3 dans la même période. Donc les chiffres qui ont été donnés sont des chiffres qui semblent réels, c'est-à-dire une mortalité de l'ordre de 1 pour 1000, 0,08. Voilà, donc c'est une mortalité qui semble acceptable, puisque donc 1 pour 1000, c'est la mortalité de la cholecystectomie. Bon, évidemment, quand on regarde les gens qui meurent après cholecystectomie, ce sont des sujets âgés, ce sont des sujets qui ont beaucoup de maladies associées, etc. Là, ce qui est terrible, c'est que la mortalité après chirurgie bariatrique, ça peut toucher des gens jeunes qui n'ont pas éventuellement de comorbidité. Donc c'est là où cette mortalité n'est pas forcément bien acceptée. Donc, c'est une mortalité qui est quand même très faible, 0,08. Après, c'est une mortalité à court terme. Il est sûr que quand on regarde ce qui se passe au bout de 3 ans, le nombre de morts est multiplié par 7, je crois. Donc, c'est une vue partielle du problème. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des fistules après sleeve qui vont durer longtemps, plusieurs mois, presque une année, et que des gens jeunes qui restent pendant 6 mois ou 1 an avec une nutrition parentérale à domicile, bon, c'est mal accepté. Donc il y a des problèmes pour cette chirurgie, et surtout que bon, ça fait beaucoup de gens qui sont opérés, 50 000 par an, ça s'accumule, ça fait beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et ça n'est pas anodin, pour juste les 2 patients qui sont morts dans notre service au cours du mois qui vient de s'écouler. Ce sont 2 patients qui nous ont été référés d'ailleurs. Une patiente jeune, 24 ans, fistule après sleeve, prothèse œsophagienne, fistule aorto-œsophagienne, décès sur table lors de la réintervention, alors que nous disposons de chirurgiens vasculaires confirmés, ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Et le deuxième patient qui vient de décéder la semaine dernière, qui nous a été transféré pour coma, c'était 6 mois après un bypass en oméga, coma par Gaillet-Lerniquet, carence nutritionnelle massive, décès. C'est pas complètement anodin, c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup travaillé la question des fistules sur sleeve. Elles sont toutes sous-cardiales et multifactorielles et pas seulement techniques. Il est très vraisemblable que l'hyperpression dans le tube, à la partie moyenne du tube, dans les 10 premiers jours, même si le tube est régulier, joue un rôle. Donc, sous-entendu, le rôle du pylore doit jouer ce qu'il peut jouer. Mais elle joue également le type de graffage, la vascularisation de la région de la haute-lisse, et puis l'utilisation du matériel électrique. Avec tous les nouveaux matériels, on peut très bien faire des libérations sans rendre compte qui n'apparaissent que 2-3 jours après. Alors, avant de poursuivre, nous étudions après la réunion les dossiers des candidats à la titularisation de l'Académie. Je suis obligé, avec l'accord du président, de tirer au sort 5 juges: Paul Ténière, Philippe Topard, Philippe Poitou, Philippe Lasserre et Robert Joly. Est-ce que vous pouvez tous rester? Ce sera très rapide parce qu'ils ne sont pas très nombreux les dossiers. Après 5 heures. Merci beaucoup.